Salut, moi c'est Chris, le chevalier du rocher, et je suis là pour vous présenter les Rougeasses avec le projet Atlas. Tu me suis? Et je te montre. Allez, viens. Ici, on est chez les Rougeasses, une exploitation agricole à Luc-sur-Mer appartenant à Jean-Yves Aubray. Le projet Atlas, c'est un projet que nous avons mis en place pour faire la promotion des exploitants agricoles, de leur agriculture, par les agriculteurs en question. Avec le projet Atlas, on va découvrir Jean-Yves Aubray et les Rougeasses. On se retrouve ici devant le hangar de stockage là actuellement on va poser des questions à Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Chris. Commence par te présenter déjà. Qui es-tu? Alors moi je suis Jean-Yves Aubray, gérant de l'EARL Les Rougeats, entreprise qui s'est créée en 2000 mais qui existait sous la forme d'un GAEC depuis 1989. Avec ton père, c'est ça? Avec mon père et ma mère. Et nous sommes exploitants agricoles, maraîchers depuis 5 générations au moins, depuis 1735 arrivés sur Luc. Le premier était laboureur, donc il avait un cheval et par conséquent il travaillait pour autrui avec un petit lopin de terre et petit à petit ça s'est agrandi pour arriver à mon exploitation qui fait environ 65 hectares. D'accord. Et parce que je vois 1837 aussi, ton grand-père aussi 1892, ton père 1937, c'est vraiment une histoire de famille au final, cette exploitation. Ah oui, tout à fait. Histoire de famille avec terrain de famille, puisque j'ai même racheté des terres de mon arrière-grand-père. Et qu'est-ce que tu fais exactement dans ton exploitation agricole? Alors aujourd'hui, j'ai une douzaine d'hectares de production légumière et puis ensuite céréales, blé, orge, lin, colza et maïs. Donc tu es chef de ton exploitation? Alors je suis chef d'entreprise, oui, gérant de l'EARL. Tu travailles avec beaucoup de monde à côté en plus? Alors j'ai un salarié. Et en plus, j'ai une structure de vente directe où j'ai un mi-temps avec un 2/3 temps. C'est quoi qui t'a donné envie de devenir exploitant agricole? Eh bien, dès tout petit, j'étais toujours avec mon père et voilà, j'ai eu la fibre très très jeune, puisque même quand j'ai démarré, enfin, j'avais une dizaine d'années, on avait encore des vaches et j'étais toujours à accompagner mon père. Ton père qui était aussi dans le légume? Qui était, alors à l'époque, il avait 3 productions, céréales, légumes et lait. D'accord. Et toi, t'as pas décidé de reprendre l'élevage derrière parce que Alors, c'est mon père qui a décidé d'arrêter l'élevage parce que à l'époque, on ne pouvait, il n'y avait aucune possibilité de prendre de vacances. Et c'est vrai que en arrêtant les vaches, on pouvait prendre une semaine par an pour prendre des vacances, tout simplement. On va parler un peu de Luc-sur-Mer et d'Ouve-la-Délivrande. On parle d'une population Luc-sur-Mer de 3200 personnes, d'accord? C'est 1500 ménages. Donc un tiers de ces personnes qui vivent à Luc-sur-Mer en fait sont des personnes de plus de 60 ans. Oui. Est-ce qu'au final tu es un peu familiarisé un petit peu avec Luc-sur-Mer en tant que tel dans la ville? Ah ben, je fais partie aujourd'hui maintenant des plus vieux lutins qui sont encore nés à Luc. Oui, on se dit des lutins. Alors il est vrai que je ne connais pas les 3200 personnes, bien sûr,
Mais je suis investi dans 2 associations, dont j'ai la présidence, et en même temps je participe régulièrement en collaboration avec la municipalité, ce qui me permet de connaître un certain nombre de gens qui habitent Luc. J'ai regardé un petit peu sur Internet, Jean-Yves, quand on tape un petit peu son nom sur Internet, et on remarque en fait que tu es assez actif dans la ville de Luc-sur-Mer et Douve-la-Délivrande. Comme le 11 novembre, on voit des photos un petit peu sur toi en fait en pleine cérémonie en fait. C'est quelque chose d'important pour toi? Tout à fait. J'ai un grand-père qui a fait la guerre de 14. Mon père qui a fait la guerre d'Algérie, mon oncle qui a été en Allemagne au STO. Donc on a un vécu militaire, si je puis dire, assez important dans la famille. Et il me semble très opportun de conserver ce devoir de mémoire. Donc j'ai pris la présidence de l'UNC, l'Union nationale des combattants de Luc, pour justement conserver cette mémoire et rendre ce que il mérite aux gens qui se sont battus et qui sont morts pour notre liberté. J'ai trouvé autre chose aussi sur Internet qui est un peu rigolo, mais qui reste un peu flou et je pense que les gens ne connaissent pas du tout. Ça s'appelle la confrérie de la baleine, des chevaliers de la baleine. Oui, tout à fait, oui. J'ai une vidéo, quand tu la regardes, parce qu'on te voit dessus un petit peu, qu'est-ce que ça te fait ? Alors la confrérie de la baleine, ça a été créé il y a quelques années parce que on a la chance d'avoir un squelette de baleine. Une baleine est venue s'échouer en 1800, j'ai plus la date exacte. On voit un petit peu des chiffres dessus, on parle de 1885. Voilà, oui. Bonne baleine, 14 mètres de long, il paraît. Oui. 40 tonnes. Voilà. Et donc c'est un peu l'emblème de Luc. La preuve, c'est qu'elle est peinte sur le château d'eau et la baleine de Luc, elle est exposée dans le parc municipal. Et donc, il y a une confrérie qui s'est créée pour tous ceux qui participent à l'expansion de Luc ou à faire connaître Luc. Et j'estime que effectivement, je participe aussi à faire connaître Luc. D'autant plus que je suis né à Luc et que je suis un peu chauvin sur Luc. Donc, et ça fait combien de temps que tu fais partie de la confrérie des Chevaliers de la Baleine alors ? Oh, ça fait une bonne quinzaine d'années peut-être, ouais, 10-15 ans. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec eux ? Alors, il y a 2 intronisations l'été, c'est relativement soft. Hein. Il y a une assemblée générale et puis un repas annuel qui rassemble une partie des chevaliers. D'accord. Voilà. Et donc là, en fait, vous gérez un petit peu la pub en fait de la baleine, un petit peu histoire qu'elle soit connue, parce que c'est une baleine qui a failli disparaître un petit peu, parce j'ai cru voir qu'elle est partie à Caen. Oui. Comme elle prenait trop de place derrière. Voilà, et elle a atterri après au Jardin des Plantes, et comme ça prenait trop de place, ils l'ont rendue à leur propriétaire originel. On va parler de ton travail aujourd'hui. C'est quoi pour toi une semaine type en tant qu'exploitant agricole à Luc-sur-Mer ? Alors une semaine type, eh bien, elle commence le lundi matin à 6h et puis elle se termine le samedi soir à 19h après la fermeture du magasin. Donc entre deux, eh bien, il y a la récolte, la culture, les entretiens, tout ce qui concerne un agriculteur, tout simplement. Donc les livraisons aussi derrière. Alors livraison bien sûr des légumes sur Caen principalement, et puis tout ce qui est culture, entretien de culture et production. D'accord. J'ai bossé un peu avec toi. J'ai eu à noter des fois que on avait des chiffres quand même jusqu'à 10, 15, 20 cajots tous les matins à récolter, par exemple, juste de salade. Tu produis, on en parlait tout à l'heure, là il te reste 60 tonnes de carottes. Tu produis énormément de légumes. Tu fournis des carrefours, tu fournis Goût et Qualité qui est à côté, la grande ferme, la ferme du village, des marchés. Ça te fait quoi un petit peu de l'ouvrir tous ces gens-là, sachant qu'à côté tu as une boutique ?
Eh bien, de toute façon, on ne se fait pas de concurrence. Les gens de Caen ne vont pas descendre à Luc acheter. Nous, c'est vraiment du local de chez local. Donc, au contraire, moi, je peux aussi acheter chez eux. Par exemple, j'achète des pommes à la grande ferme. Ce sont leurs pommes, mais je ne leur fais pas de concurrence non plus. C'est juste pour vraiment rester local. Bien sûr. Et j'ai vu que tu travaillais avec d'autres aussi. J'ai vu que tu vendais de la crème, tu vendais des produits frais. Tout à fait. Du terroir, en fait, un petit peu. Tout à fait. On essaie d'avoir vraiment de la production normande. La crème de Grimbaud ou le beurre de Perrier dans la Manche ou les volailles de Tracy-Bocage. Pour d'abord faire connaître qu'il y a des producteurs en Normandie et ensuite éviter d'avoir un coût carbone trop élevé. Ah oui, c'est important, le circuit court. Selon le FNAB, qui a travaillé avec le BASDIC, donc le FNAB c'est la Fédération Nationale Agricole Biologique, et le BASDIC c'est le Bureau d'Analyse Sociétale pour les informations citoyennes. Selon eux, en fait, avec tes 66 hectares, tu pourrais nourrir à plein temps 73 personnes. Mais selon d'autres études comme Ecomem, tu pourrais nourrir jusqu'à 11 000 personnes. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis qu'avec ce que tu as là en tout, tu pourrais nourrir soit peu ou autant de personnes? Alors, sincèrement, je me suis jamais posé la question de combien de personnes je pouvais nourrir, mais je trouve que quand même entre ces deux bureaux d'études, il y a un grand écart qui me semble un peu suspect, si je puis dire. Le premier bureau d'études, le FNAB, en fait, dit qu'il faudrait 1000 mètres carrés pour nourrir quelqu'un, alors que le deuxième Ecomem, en fait, lui dit qu'il faudrait 180 mètres carrés pour nourrir 3 personnes. C'est ce que lui, en fait, citerait. Donc, est-ce que pour toi, c'est logique? 180 mètres carrés pour nourrir 3 personnes, pour moi, ça n'est pas possible. Pour toi, 1000 carrés, c'est plus probable, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tu as ouvert ta boutique de vente directe. Qu'est-ce que tu proposes dedans? Alors, je propose avant tout tous mes légumes, toute ma production, que j'ai d'ailleurs diversifiée en me mettant à faire du concombre, de l'aubergine, des poivrons. J'ai au moins une quinzaine de références. Et ensuite, comme on l'a dit précédemment, des œufs, du beurre, de la crème, beaucoup de produits locaux. Et en même temps, comme je livre les halles, ça me permet de racheter du fruit qui, bien sûr, pour des pêches ou des oranges, ne viennent de France ou pas de France, parce que ce ne sont pas des produits qui sont toujours produits en France. D'accord. Et donc j'ai vu que tu proposais aussi un peu de cidre, tu proposais un peu des terrines à côté. Oui. Eh bien, on a des fabricants locaux, tels par exemple la boucherie Sabot, qui est une boucherie de génération en génération, au moins sur 4 générations à Caen, qui fait soit des tripes, qui a été déjà meilleure tripe du monde, ou des pâtés. Donc ça permet de les promouvoir. Et que les gens de Luc puissent aussi acheter des terrines qui sont produites sur Caen. On va jouer à un jeu, Jean-Yves. Oui. Je vais te poser des questions via un quiz. C'est un jeu qui s'appelle la boîte du quiz agriculteur. Donc on n'est pas partenaire avec eux, mais derrière, en fait, ils posent pas mal de questions dans le milieu agricole. C'est des questions avec du vrai ou faux, et d'autres réponses derrière, et c'est pour savoir si le milieu agricole, c'est si facile que ça. D'accord ? Ben, on va essayer. Pour toi, une femme, un agriculteur doit forcément s'inscrire à l'amour et dans les prés. Vrai ou faux ? Faux, totalement faux. L'azote est le principal engrais utilisé dans l'agriculture. Vrai ou faux ? Faux. C'est pas vrai. Si. C'est marqué. C'est... Et la potasse et le phosphore. C'est utilisé, mais c'est pas le premier utilisé.
D'accord. À quoi sert une bineuse? Abiner, c'est-à-dire désherber. C'est un outil de désherbage mécanique qui peut détruire les nuisibles ou les intrants. Quel est le risque lié à un stockage de céréales? L'échauffement, Ça consiste en quoi l'échauffement? eh bien, il suffit que la céréale ne soit pas tout à fait sèche. Ça chauffe tout simplement et ça peut s'enflammer. Cite-moi 3 légumes d'hiver. Carottes, poireaux, choux. Quelle est la distance maximale entre un lieu de production et de consommation pour relever un circuit court? 50 km, 100 km ou 150 km? Je dirais 50 km. C'est 150 km. C'est 150 km. C'est 150 km. Ouais. Donc ça équivaut un petit peu à la Normandie en général, en fait. On peut aller jusqu'à la Normandie et un peu en Bretagne. L'enseignement agricole est rattaché au ministère de l'Éducation. Vrai ou faux? Tout à fait. C'est le ministère de l'Agriculture qui gère ça. Ah, c'est le ministère de l'Agriculture. D'accord. L'agriculteur est obligé d'habiter sur son exploitation. Non. Un agriculteur a-t-il le droit de faire demi-tour sur le champ de son voisin pour entrer dans son exploitation sans lui demander? Non. Quel élément n'est pas apporté par les engrais? Le phosphore, l'azote ou le carbone? Le carbone. Les tracteurs récents peuvent rouler sans chauffeur, vrai ou faux? Il y a des prototypes de tracteurs autonomes, oui. C'est vrai, en tout cas. Ça arrive maintenant, on a des tracteurs qui roulent sans chauffeur. Comment est-ce qu'on appelle une machine qui répand du traitement phytopharmaceutique sur un champ? Un pulvérisateur. C'est ça. Et voilà, c'était juste le quiz comme ça. Donc tu vois, on a vogué un petit peu sur divers sujets. Merci. On a parlé un petit peu de questions, un petit peu comme ça, un peu d'actualité un petit peu aussi. L'agriculture aujourd'hui, c'est quoi pour toi? Eh bien, ça reste avant tout nourrir les gens, tout simplement. Et chose qu'on ne retrouve plus partout. Par exemple, avec les gens qui produisent du maïs pour passer non, j'ai plus le nom. Voilà, dans une unité de méthanisation. Et ça, je trouve ça dommage. Sachant qu'il y a le gouvernement un petit peu qui pense un petit peu mettre les hauts là sur ces trucs-là, mais malheureusement qui prend un peu son temps. Oui. Et puis voilà, c'est parti comme ça. À l'origine, ça devait être que pour des déchets ou des effluents, et on s'est aperçu que ça rapportait plus à l'agriculteur de passer son maïs dans une unité de méthanisation que de produire du maïs, tout simplement. Ce que je trouve un peu dommage. C'est quoi les défis, selon toi, auxquels les agriculteurs sont confrontés aujourd'hui? Les défis, alors il y a les défis climatiques, bien sûr. Donc adapter ses variétés au climat. Et puis après, les défis sont aussi l'artificialisation des sols. Plus on prend de sol, moins l'agriculteur en a. Donc ça, pour moi, c'est les principaux défis. Il y a une campagne pour 2030 du gouvernement qui vise à stopper en fait l'artificialisation des sols, ou en tout cas la réduire de moitié. Parce que entre 2015 et maintenant, on aurait presque doublé en fait l'artificialisation des sols agricoles. Oui, tout à fait, mais c'est même pas une campagne, hein, c'est un décret, c'est voté, et en 2050, elle doit être à 0. C'est ça. Aujourd'hui, on retrouve des panneaux qui sont retournés à l'entrée des villes, sont des actions d'agriculteurs discrètement orchestrées par des membres aux syndicats agricoles tels que la FNSEA ou les JA, les jeunes agriculteurs. Cela aurait pour but d'alerter l'opinion publique de l'accumulation des normes imposées par le gouvernement. Par exemple, la Commission européenne a renouvelé l'autorisation de la mise sous marché du glyphosate. Dans ce cas-là, les agriculteurs s'inquiètent de la hausse des taxes sur les produits, en fait. Ça te fait penser à quoi, ça?
Le fait qu'on retombe des panneaux derrière et... Alors ça me fait tout simplement penser à ce que veut dire le panneau retourné, c'est-à-dire que l'on marche sur la tête. Ce serait un petit peu l'expression en plus qui serait ressortie un petit peu... Voilà. Parce que l'idée en fait serait que le gouvernement cherche à réduire de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires, mais derrière, les agriculteurs ont peur de l'augmentation. Est-ce que pour toi la démarche est bonne, le fait d'augmenter les prix de ces produits-là? Un peu comme pour le tabac au final aujourd'hui, pour arrêter. Un agriculteur, c'est fait pour cultiver, c'est pas fait pour chercher. On a des chercheurs qui nous ont trouvé des produits phytosanitaires et donc nous, on utilise ce que l'on a trouvé pour nous. Aujourd'hui, on nous dit c'est pas bon. Eh bien, qu'on trouve autre chose. On trouverait des alternatives. Selon toi, ce serait pour toi une occasion de passer à autre chose que bien sûr. Le glyphosate. L'idéal, c'est de trouver des solutions pour remplacer des produits phyto. Le seul souci, c'est que en supprimant tout ce qui est, exactement comme si on supprimait les pharmacies et qu'on ne donnait plus de médicaments aux gens. Eh bien, on verrait automatiquement l'espérance de vie régresser. Eh bien, les légumes, les produits phyto sont en grande partie sont les mêmes que pour l'homme. Donc les supprimer, moi je suis tout à fait d'accord, mais revenir à des famines et à des manques de nourriture, ça c'est un point que les Français, à mon avis, ne voudraient pas subir. Et pour finir, si nous on n'a pas assez en France de nourriture, on va importer de la nourriture d'autres pays qui ne seront pas soumis à nos normes et à nos règles. Donc je trouve effectivement que marcher sur la tête est le terme tout à fait adéquat quand on voit réguler ce genre de choses. Il y a presque un an, tu es passé chez TF1 pour parler d'un problème qui se passait en fait sur ton exploitation. Quand tu vois cet extrait qui est passé à la télé, devant plusieurs millions de personnes, déjà, petite question, est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou est-ce que c'est toi qui les as contactés? Non, ce sont eux qui m'ont contacté. D'accord. Et dans quel but, en fait, ils t'ont contacté? Dans le contexte que c'était un moment très pluvieux, où il y avait énormément d'abats-d'eau, et voir un petit peu ce qui se passe chez un agriculteur quand il pleut beaucoup. Quand tu vois cet extrait, en fait, ce reportage derrière, qu'est-ce que ça te fait penser aujourd'hui? Parce que c'était il y a un an. Eh bien, ça me fait penser qu'aujourd'hui, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire énormément d'eau. Mais c'est vrai que on a des inondations à côté qui préoccupent beaucoup plus les journalistes que les agriculteurs du Calvados. D'accord. Dans le cadre où aujourd'hui, en fait, on est encore sous des inondations derrière, est-ce qu'il y a eu des choses de fait, en fait, derrière par les communes ou des assurances, en fait, pour compenser un peu l'augmentation du coût de production, au final, des carottes, comme tu en parles? Alors, non. Nous, on est sur un marché libre d'offres et de demandes. Donc, moins il y a d'offres, plus c'est cher. Et voilà, tout simplement, quoi. Donc c'est pas ni à l'État ni aux communes de réguler ce genre de choses. Avec ce genre de problème aujourd'hui qu'on rencontre en tant qu'agriculteur, quel conseil est-ce que tu donnerais aux nouveaux exploitants qui vont s'installer dans les prochaines années? Eh ben, essayer de travailler tout seul, au moins on compte sur soi et on sait ce que l'on fait. Arrêter de faire des grosses exploitations, rester plutôt petit et puis compter sur soi. D'accord. Eh ben, merci Jean-Yves. Voilà. Bon, eh ben, c'était le projet Atlas. On se retrouve pour une prochaine vidéo au cas où. N'hésitez pas à taper un petit peu si vous voulez qu'on vous rencontre par la suite. Et à la prochaine. Au revoir.